Radio Classique, l'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Député La France Insoumise du Nord. On va bien sûr revenir sur cette recomposition à gauche. En tout cas, ça bouge pas mal. Mais j'aimerais débuter cet entretien avec ce que beaucoup appellent l'affaire Sanofi. Est-ce que cette guerre des vaccins, Adrien Quatennens, ne soulève pas tout simplement la question de la recherche en France? Une recherche qui, en termes de moyens, ne fait pas le poids finalement face à d'autres pays. Ce que l'on voit surtout, Renaud Blanc, dans cette affaire, c'est que, en l'occurrence, Sanofi, puisque c'est bien de cette entreprise dont il s'agit, n'a que faire de l'intérêt général. En choisissant de prioriser les États-Unis pour l'accès à un vaccin au détriment de la France, alors que chacun peut considérer, vu la crise majeure que nous vivons, que s'il y avait un vaccin demain, il doit être livré à l'humanité universelle, c'est un choix qui est contraire à l'intérêt général. De plus, les Français peuvent être choqués, puisqu'ils sont en droit d'attendre le fait qu'une entreprise comme Sanofi, une entreprise française, ne les trahisse pas. Je veux quand même rappeler qu'en 10 ans, en crédit d'impôt recherche, Sanofi aura touché 1 milliard d'argent public, sans compter toutes les diverses aides publiques, les remboursements des médicaments par la sécurité sociale, qui bien évidemment font également l'objet de l'argent que récupère Sanofi. Et puis je veux dire aussi que ce n'est pas la première fois que Sanofi est habitué à pratiquer de la sorte. Voyez-vous, par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais cette entreprise a déjà cherché à détourner les règles de la propriété intellectuelle pour breveter 2 molécules contre la tuberculose que l'on connaît depuis des décennies pour espérer en tirer bénéfice. Donc c'est clairement contraire à l'intérêt général et pour nous, ça montre l'urgence qu'il y a à retrouver une forme d'indépendance sur la question sanitaire qui doit passer par une proposition que nous avons formulée. D'ailleurs, je vous dis que nous allons présenter à l'Assemblée nationale au mois de juin lors de notre journée, notre niche parlementaire de la France Insoumise. C'est la proposition, en effet, de construire un pôle public du médicament en France qui permette à la fois d'assurer la recherche fondamentale, mais aussi, je vous le dis, la production des médicaments essentiels. Alors, Sanofi, du moins ses dirigeants, ont fait un petit peu machine arrière, ont fait un espèce de mea culpa en disant qu'évidemment le vaccin serait pour tout le monde. Il y a une réalité, c'est qu'il y a eu un chèque quand même de 226 millions de dollars qui a été donné au labo pour chercher ce vaccin de la part des États-Unis. La France n'est pas capable de donner une telle somme. C'est une réalité. Oui, mais la France, compte tenu de tout ce qu'elle peut faire dans son système de santé, dans le système de sécurité sociale, et y compris du point de vue de la recherche, a déjà beaucoup donné pour l'entreprise Sanofi. Si vous voulez, il y a des domaines dans lesquels on peut considérer que la loi du marché a ses limites. Et je crois que c'est aussi ce que révèle cette crise. Sur la question du médicament, donc sur la question de vaccin dans un moment aussi essentiel que le Covid, c'est l'intérêt général qui est en cause. Et l'intérêt général doit soumettre les intérêts particuliers. On ne peut pas tolérer que sur une crise comme celle que nous connaissons, certaines entreprises soient dans une logique qui soit toujours de faire du profit et du bénéfice. Je rappelle aussi au passage que Sanofi, c'est pas mal de suppression d'emplois sur le territoire français depuis un certain temps, 600 à Toulouse, 200 à Montpellier plus récemment, bref. Donc on voit bien l'urgence qu'il y a à ce que l'État reprenne la main sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout nationaliser, mais je crois que sur la question du médicament, il y a beaucoup à faire et que la constitution d'un pôle public peut en effet être une solution. Donc vous applaudissez lorsqu'Emmanuel Macron a bien précisé qu'un vaccin contre le coronavirus doit être exclu des lois du marché. Je rappelle que le patron de Sanofi d'ailleurs est convoqué à l'Élysée mardi prochain. Oui, bon, vous savez, vous tenez sans doute, et je le comprends, à vouloir me faire applaudir Emmanuel Macron. Bon, Emmanuel Macron, moi, je peux l'applaudir sur des mots. Vous voyez, lors de sa dernière allocution présidentielle, il a parlé des jours heureux et de planification. Bon, je l'applaudirai peut-être plus quand je verrai les actes traduire les paroles, vous le comprendrez. Comment jugez-vous, Adrien Quatennens, ces premiers jours de déconfinement ? Avant le 11 mai, vous aviez évoqué un déconfinement hasardeux. Est-ce que vous conservez ce qualificatif aujourd'hui ? Écoutez, je vais vous dire, je suis attentiste. Comme tout le monde, je souhaite que ça fonctionne. C'est clair, parce que derrière, il y a des enjeux de santé que tout le monde comprend. J'observe juste une chose comme vous, c'est que ce 11 mai ne correspond à peu près à rien en termes de réalité scientifique. On est sur une date qui a été décidée, c'est vrai, arbitrairement par le président de la République seul, qu'il a d'ailleurs collé comme un boulet au pied à son Premier ministre en lui demandant de s'en débrouiller. Mais on sait que le virus continue de circuler, que nous n'avons toujours pas ni traitement ni vaccin, et que l'immunité dans la population est très faible. Par conséquent, j'appelle à la plus grande vigilance, et surtout à faire en sorte de vérifier que partout les gens disposent des protections nécessaires, notamment quand il s'agit d'aller travailler. Parce que c'est bien ça le plus important. Pas de protection, pas de travail. On ne peut pas hypothéquer la santé des gens, la sacrifier sur l'autel de la reprise économique. Donc je suis extrêmement vigilant et pour l'instant attentiste. Il est trop tôt. Je pense que nous avons besoin de 15 jours, 3 semaines après le 11 mai pour apprécier les effets. D'autant plus que côté scientifique, il y a aussi 1000 controverses sur l'hypothèse d'une seconde vague. Donc j'appelle à la plus grande prudence, à la vigilance.
Et je crois qu'il y a beaucoup de dispositions d'urgence qu'il serait encore temps de prendre, voyez-vous, puisque à l'Assemblée nationale actuellement nous discutons une loi fourre-tout dans laquelle il y a des choses, on comprend pas bien d'ailleurs ce qu'elles viennent faire là en pleine crise du Covid-19, mais il y a des dispositions précises qui sont adaptées à la situation que le gouvernement refuse à traduire dans la loi. Par exemple, je ne cite que celle-là, la gratuité des masques, à l'heure où l'on voit que les masques coûtent cher et que par exemple pour une famille nombreuse, eh bien s'en procurer en nombre suffisant pour toute la famille et pour toutes les activités auxquelles il faut s'adonner, ça n'est pas franchement évident. Alors je continue de vous citer, Adrien Quatennens, le gouvernement ne veut qu'une chose, c'est que vous retourniez bosser quoi qu'il en coûte. Le 11 mai, pour la santé ou pour les profits, c'était avec un point d'interrogation. Ne pas redémarrer la machine, c'est peut-être à terme faire plus de morts que ceux causés par la crise sanitaire. Hein. Ce sont, je dirais, ce ne sont pas que des libéraux qui tiennent ce discours. Est-ce que il faut à un moment ou à un autre quand même faire redémarrer cette machine, sinon on va dans le mur et ça va être les plus pauvres qui vont en pâtir, Adrien Quatennens? C'est évident, Renaud Blanc. Dès le 30 mars, avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons été les premiers, en signant une tribune des parlementaires insoumis, à dire il faut planifier le déconfinement. Vous savez, nous ne sommes pas les partisans d'un confinement ad vitam aeternam, ça va de soi. Néanmoins, pour nous, le processus de déconfinement et la date à partir de laquelle on déconfine devrait en quelque sorte découler d'une planification. C'est-à-dire d'abord, on regarde ce dont on a besoin, comment on organise la réponse à ces besoins, et en fonction de ce que l'on obtient, on en déduit une date. Là, c'est l'inverse qui s'est produit. On sait que le virus circule toujours, on a dit, allez, il faut reprendre à tout prix. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut reprendre. La question est la suivante. Une telle mise à l'arrêt de notre économie est aussi sans doute une occasion. J'ose parler ainsi. C'est une occasion de procéder à de grandes bifurcations que nous devons opérer de toute façon. Cette crise est un révélateur de l'incapacité d'un certain modèle. Pour faire bref, c'est l'échec de ceux qui ont préféré le libre marché à l'État planificateur. C'est l'échec de ceux qui ont préféré le grand déménagement du monde et qui d'ailleurs le poursuivent en signant des accords de libre-échange entre l'Europe et certains pays d'Amérique du Sud en pleine crise du Covid-19 plutôt que de relocaliser l'activité stratégique. Voilà, donc je crois que si après la crise c'est comme avant, s'il s'agit de redémarrer la machine mais sans interroger ses paramètres, c'est franchement que nous n'aurons rien compris et je vais même vous le dire que nous ne serons sans doute pas prêts à affronter les prochaines crises car il y en aura d'autres. Je veux pas être pessimiste, mais tout le monde comprend que par exemple s'agissant du seul changement climatique, nous allons devoir affronter des crises d'envergure qui vont nécessiter une mobilisation sans doute encore plus importante que celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est l'occasion d'interroger en profondeur un modèle économique. Monsieur Macron lui-même parle de réinvention. Oui. Vous le croyez capable justement de se réinventer ? En tout cas, j'observe que dans les actes posés depuis, notamment à travers les lois votées à l'Assemblée, le fait par exemple de demander plus de sacrifices aux salariés de ce pays en renonçant à des congés payés, à du temps de repos, de remettre en cause potentiellement la durée du temps de travail, alors que dans le même temps, quand nous proposons des choses, même si c'est de manière temporaire, qui visent à mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus, par exemple le rétablissement, j'insiste, même temporaire de l'ISF, qui permettrait de récupérer 3,2 milliards, c'est refusé. Non, je crois qu'Emmanuel Macron fait une nouvelle fois ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de la communication. Il fait un discours présidentiel dans lequel il saupoudre un peu avec du vocabulaire de ses opposants politiques pour espérer ravir tout le monde. Mais dans les actes posés, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc il faut à la fois prendre garde vis-à-vis de celles et ceux qui vont tenter l'amnistie dans la période. Je veux dire, la situation de l'hôpital public en France, elle n'est pas tombée du ciel. Ça fait des années que la Commission européenne demande à ce que les États membres fassent des économies dans ce secteur. On a perdu en 15 ans 69 000 lits d'hôpitaux, c'est la conséquence de choix politiques. Donc je mets vraiment en garde contre non seulement l'amnistie, mais aussi contre celles et ceux qui pensent que finalement on partirait de zéro, qu'il faudrait tout réinventer. Parce que voyez-vous, et sans tirer la couverture à nous, un programme comme l'Avenir en commun que nous avons défendu lors de la présidentielle de 2017, si vous le reprenez aujourd'hui, je vous mets au défi de me dire ce qui n'est pas adapté à la situation, voire même prémonitoire pour la suite. J'ai deux dernières questions, Adrien Quatennens, et malheureusement, on a très peu de temps. Juste, je voudrais rebondir sur le terme de planification que vous avez utilisé. La planification, historiquement, à chaque fois on les a tentés ou que certains pays l'ont tenté, ça a été une catastrophe quand même. Vous savez, la planification, c'est un mot. Hein. Alors, on peut trouver autre chose. On peut parler de gestion prévisionnelle si vous préférez, mais tout le monde en fait en réalité. N'importe quelle entreprise aujourd'hui planifie, organise, prévoit son action et son activité à horizon de plusieurs mois, parfois plusieurs années. J'observe en tout cas que dans cette période, tout le monde maintenant utilise ce terme qui est effectivement un terme que nous mettons en avant depuis très longtemps à la France Insoumise pour parler de la planification écologique notamment. Emmanuel Macron l'a repris à son compte l'autre soir à la télévision. J'ai entendu plusieurs responsables de formation politique parler de la nécessité de retour d'un ministère du plan. Puis bon, c'est aussi une vieille tradition française. Hein. Vous savez, le plan, ça a été fait en France.
Et ça a plutôt bien fonctionné, ce point de vue. Il faut en quelque sorte organiser. Ça ne peut pas être le laisser-faire du libre marché, surtout face aux défis que nous avons à affronter. Et je vais vous dire, nous avons les atouts nécessaires. Si demain on décide de s'employer à régler l'urgence climatique par la planification, par la bifurcation de notre modèle économique au service de cet objectif, on peut le faire. La France peut le faire. Adrien Quatennens, une dernière question. Il nous reste malheureusement très peu de temps. Guillaume Tabar l'évoquait dans son édito politique. La gauche fait parler d'elle en ce moment avec pas mal d'appels, de tribunes, de rassemblements de différentes forces progressives. Mais vous êtes absent finalement de ces, de ces pétitions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'y croyez pas? Ça veut dire que vous voulez faire machine, cavalier seul? Comment allez-vous réussir l'alternance que vous souhaitez en 2022 s'il n'y a pas une union des forces de gauche? Bon, d'abord, nous sommes entièrement occupés pour l'instant, Renaud Blanc, à répondre à la crise. Nous avons présenté un plan de déconfinement complet. Nous faisons beaucoup de choses liées à ça. Je vais vous répondre de manière très directe sur les textes que vous citez. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en a quasiment un par jour en ce moment. Mais par exemple, sur celui qui a été évoqué par Guillaume Tabar, je vais vous dire franchement, nous n'avons pas été sollicités directement pour le signer. Donc ça explique notre absence, d'une part. Maintenant, je peux pas vous dire que je n'ai pas regardé ce texte avec intérêt. J'y vois des choses intéressantes, j'y vois aussi certaines limites. Vous savez, à la France Insoumise, nous pensons surtout que le moment et l'alternative, comme vous dites, va dépendre directement des aspirations populaires. Dans ce texte, par exemple, n'est pas fait mention de la mobilisation à l'hôpital public, des gilets jaunes. Je crois qu'on n'a pas besoin de discussion d'appareil. On a besoin d'une ligne claire qui va faire en sorte que le peuple va pouvoir directement reprendre son destin en main et opérer les grandes bifurcations que nous avons à réaliser. Je vois certaines choses à clarifier, par exemple aussi dans le texte, je vous le dis, la question du rapport à l'Europe et au traité, qui pour nous fonctionne comme une camisole de force. Je vois que le texte remet en cause le fonctionnement de la Ve République, mais sans en appeler clairement à la constitution d'une 6e par la constituante. Et je vois aussi que la transition écologique dans ce texte m'apparaît comme assez désarmée, puisqu'on ne parle pas de planification, mais simplement de processus de type taxe carbone, etc. Bref, pour résumer, tout ça est intéressant, mais sans doute insuffisant. Et puis pourquoi nous n'avons pas signé? D'abord parce qu'on ne l'a pas demandé. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'avoir été ce matin en ligne sur l'antenne de Radio Classique, le député La France. Merci à vous, Renaud Blanc. Insoumise du Nord.